Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, j'espère que 2019 démarre bien pour vous. On vous souhaite en tout cas une année positive dans tous les sens du terme. Nous, pour ce premier numéro de 2019, eh bien, on vous a préparé une thématique importante et même capitale pour le devenir de notre économie. On vous parle ce soir des IDE, des investissements directs étrangers. C'est un sujet récurrent que se partagent depuis des décennies les pouvoirs publics et le monde des opérateurs économiques. Des mesures, des lois, des appels du pied même. Il y en a eu des tas, il y en a eu beaucoup et de manière très différente pour attirer l'investissement étranger. Pourtant, le stock d'IDE demeure limité. Les plus importants projets sont discutés en haut lieu entre politiques, des projets lourds, on va en parler. Pour le reste, ce sont souvent des projets où l'investisseur étranger ne s'engage que faiblement en termes de capitaux. Alors, on va tenter de comprendre pourquoi la mayonnaise ne prend pas, pourquoi les étrangers préfèrent-ils investir ailleurs que chez nous voisins notamment, plutôt qu'en Algérie. L'investissement étranger, faut-il encore espérer de le voir prendre chez nous? C'est le thème que nous allons débattre ce soir avec nos invités. Et j'ai le plaisir d'inviter ce soir Monsieur Berechi Ahmed, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes chef de division Grands Projets et IDE au niveau de l'ANDI, l'Agence nationale de développement des investissements. J'ai également le plaisir d'avoir Monsieur Ali Hamouten, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'EHEC et vous avez également une expérience en tant que manager dans des entreprises dans la région de l'Asie. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation et meilleurs vœux. Et tout le plaisir est pour nous. Et j'ai également le plaisir d'avoir M. Mohamed Sayoud. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Vous êtes consultant international en investissement industriel. Merci pour l'invitation. Vous avez également une expérience en tant qu'opérateur en Allemagne. Et aujourd'hui, vous êtes investisseur également en Algérie. Merci d'être avec nous. Merci aussi. Voilà, avant d'entamer le débat, voyons la situation de l'investissement étranger en Algérie, les principaux projets porteurs à retenir et aussi les contraintes que rencontrent certains autres projets qui engagent des capitaux étrangers. Le commentaire est signé Halim Yahish et on revient tout de suite après pour le débat. L'activité industrielle en Algérie ne représente que 6% du PIB du pays, un taux stagnant que le pays n'arrive pas à dépasser. Et ce, malgré les amendements opérés récemment dans la loi sur l'investissement. Selon l'ANDI, 2017 a vu la création de plus de 5000 projets, parmi lesquels 116 comprennent des opérateurs étrangers. La CNUSED va plus loin dans l'analyse. L'année 2017 a été marquée par une baisse des flux d'IDE, moins 26% par rapport à 2016. Malgré une amélioration du climat des affaires, 9 points gagnés sur le classement Doing Business 2019, l'investisseur étranger demeure frileux et ne s'engage que faiblement dans le tissu économique algérien, et ce, pour plusieurs raisons. Instabilité du cadre législatif et difficultés dans le rapatriement des dividendes notamment. On retient cependant des projets en IDE négociés en haut lieu tels que l'investissement de l'opérateur chinois Huawei dans la nouvelle aérogare d'Alger, mais aussi l'implantation du géant coréen Samsung et la création de la première usine de montage de smartphones en Algérie. Le domaine minier a vu la création de partenariats comme le complexe de sidérurgie de Toshiali, de production de ronds à béton et fil machine, basé à Oran, dont la troisième étape d'investissement a été achevée. L'une des usines de Toshiali, inaugurée il y a un mois, est dédiée à la valorisation du minerai et du fer de gisement. Ce complexe a une capacité de production de 4 millions de tonnes. Dans 2 ans, il atteindra les 6 millions de tonnes avec la 4e phase d'exploitation et couvrira ainsi les besoins du marché national, notamment ceux de l'industrie automobile nationale, avant d'envisager d'aller vers l'exportation. L'objectif de l'exportation figure dans les projets d'investissement sidérurgique, mais aussi dans les projets du ciment. Les investissements étrangers dans le domaine du ciment ont contribué à l'augmentation des capacités et l'exportation des surplus. C'est le cas de la cimenterie Silas, fruit d'un partenariat algéro-français. Le ciment et les clinkers, on a pratiquement inversé la tendance. Ça fait عامين برك كنا importateur net على بالكم. والآن الجزائر أصبحت من بين الدول المصدرة للإسمنت والكلينكر. Si les projets de grande envergure apportent leurs fruits, les projets de moyenne envergure souffrent avant de voir le jour. C'est le cas de la future usine algéro-danoise de production d'insuline. Implanté à Blida, le projet pèse 70 millions d'euros et bute actuellement contre un problème d'aménagement de la zone industrielle. Il faut que les investisseurs économiques aient des facilitations dans les procédures. J'insiste sur cela. C'est inconcevable également d'investir dans une usine et d'avoir à côté de cela des difficultés pour être relié au réseau électrique.
Il n'est pas possible non plus d'investir dans une usine de cette taille sans avoir un accès indépendant à l'eau courante. Le problème du foncier est l'un des talons d'Achille de la politique d'investissement en Algérie. Un problème subi au détriment de l'attractivité des régions. C'est le cas à l'Arwat. La commission technique chargée des investissements dans la wilaya étudie l'avancement des projets. Plusieurs d'entre eux ne démarrent jamais et bloquent des assiettes foncières. بولاية الأغواط أكثر من 272 مشروع إطار منح الامتياز بالدينار الرمزي. Dans la wilaya de l'Arwat, nous avons plus de 270 projets dans le cadre de concessions de terrain au dinar symbolique. Et avec le suivi assuré par la commission, plus de 200 investisseurs ont été appelés à l'ordre. Au final, 110 projets ont été annulés à cause du non-respect des articles des contrats d'excellence. Et même si la diversification économique est préconisée, on ne peut omettre que le flux des IDE dépend aussi des investissements hydrocarbures. Selon la CNUSED, le flux devrait augmenter puisque la loi sur les hydrocarbures est sur le point d'être révisée pour rendre le marché algérien plus attractif et pour attirer les majors pétrogaziers pour investir dans le sous-sol algérien. Voici donc un bref tour d'horizon de ce qui se fait en matière d'investissement direct étranger. Alors, au début du commentaire, on a pu écouter qu'actuellement, le stock d'IDEO comptait 116 projets. Ce n'est pas le dernier chiffre actualisé, étant donné que le bilan de 2018 n'est pas encore clôturé. 116 projets d'IDE, cela représente 272 milliards de dinars. C'est ce qui a été répertorié à fin 2017. Aujourd'hui, Ahmed Berichi, quels sont les projets récemment validés, dans le cadre des IDE, bien sûr, validés par l'ANDI et par le Conseil national des investissements également? Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je commence par dire que pour 2017, nous avons effectivement enregistré 116 projets dans diverses activités, donc, et principalement dans l'industrie. Et pour 2018, nous n'avons pas encore consolidé les chiffres, puisqu'on vient de terminer l'année donc avant-hier. Mais nous avons déjà donc, des données pour les 9 premiers mois de l'année 2018. Donc nous avons, au cours de l'année 2018, enregistré des projets très importants, notamment ceux relevant du CNI, dans les domaines diversifiés, que ce soit dans l'automobile, dans l'agriculture. C'est des grands projets. Et également dans le médicament, dans la construction automobile et dans les services. Les services qui sont un grand projet qui est porté par une entreprise publique dans l'aménagement et la construction d'entrepôts frigorifiques et de plateformes logistiques. Ceci concerne le secteur agroalimentaire, c'est bien ça? Exactement, exactement. Donc on est déjà à près de 3000 projets enregistrés à septembre 2018 avec un montant de... Projet en IDE, en investissement direct étranger? Globalement. Donc, globalement, okay. On est donc à 2936 milliards de dinars pour près de 3000 projets, donc de 2936 projets exactement, avec un montant de 1250 milliards de dinars, une prévision de création de plus de 106 000 emplois directs pour ces projets. Pour le CNI, je disais qu'on a donc examiné des projets et donné le feu vert pour des projets dans l'automobile, donc le projet Peugeot, des projets pour le montage de camions, pour le Renault Trax, des projets pour dans la réalisation d'un hôpital, un grand hôpital au niveau de Blida, et 2 projets dans l'agriculture. C'est des projets intégrés qui démarrent avec la culture d'aliments de bétail qui vont jusqu'à produire des produits laitiers, dérivés laitiers. Donc c'est vraiment des projets de 2000 hectares et plus. Dans quelle région? Dans la région d'El Beyad et dans la région de l'Oued également. Donc, et puis donc, dans l'automobile, quelle est la part? 4 ou 3 projets. Alors, pour l'automobile, apparemment, c'est le plus gros, hein, c'est bien ça, le plus gros de ce qu'il y a à retenir en termes de projets IDE. Ce sont des projets de montage automobile plus des montages camions, c'est bien ça. Hein? Exactement. Il y a l'usine Kia, il y a également Peugeot, il y a Renault Trucks. Tout à fait. Il y a l'usine Kia, il y a l'usine Hyundai pour tout ce qui est donc camions et utilitaires. Et ces projets
ce qui est le plus important, c'est des projets importants quand même, mais ce qui est le plus important, c'est ce qui va se faire autour du tissu industriel, donc la création de PME, la création d'activités pour la sous-traitance, c'est dans le cahier des charges, mais c'est ce qui va se faire. Et ces constructeurs se sont engagés à créer, donc à ramener des équipementiers. Ces équipementiers vont le faire avec des partenariats avec des Algériens. Donc dans le cadre de la règle des 49-51, ça va permettre donc de mettre à la disposition donc de l'outil pour les constructeurs de composants et tout ce qui va concourir à la production de ces. Justement, alors vous parlez justement de tissu d'entreprise parce que souvent lorsqu'on parle d'usine de montage de véhicules, on parle de l'efficience, on parle de à quel point est-ce que c'est pertinent d'engager des projets d'usines qui souvent sont taxés comme étant des usines tournevis où l'on monte, où les niveaux d'intégration ne sont pas atteints. En tout cas, les objectifs de les atteindre, ils sont là et la vision, elle est là, mais pour l'instant, on importe des pièces et on les monte. Je voudrais avoir, M. Al-Hamoutan, une estimation, une appréciation sur les niveaux d'efficience des projets d'IDE. Ils ne sont pas très nombreux, on en a répertorié 116 en 2017. Les niveaux d'efficience de ces projets, selon vous? Question pertinente. Je voudrais juste faire une petite clarification en matière d'IDE. L'IDE dans le monde, l'investissement direct étranger, peut se faire de différentes façons. Il y a différents canaux. La première chose, l'investisseur, systématiquement, il va essayer d'ouvrir, de créer une filiale, qu'il va essayer systématiquement où il aura la propriété et le contrôle total. Bon, concernant l'Algérie, ce n'est pas le cas, puisque le seul moyen pour l'investisseur étranger d'opérer des investissements sectoriels dans l'économie algérienne, c'est par le partenariat, où systématiquement le partenaire algérien aura 51% des parts et 49% pour le partenaire étranger. D'ailleurs, l'OCDE considère qu'à partir de 10%, tout à fait. On parle d'IDE, à partir d'une une participation à hauteur de 10% de l'entreprise. Je m'intéresse sur les questions personnellement de l'IDE et partenariat depuis 1983. Je vous dis la chose suivante. Aucune étude jusqu'à présent dans le monde n'a clairement montré ou démontré l'impact positif ou négatif des IDE. En dernière instance, qu'est-ce qu'il y a? Vous devez voir l'impact, vous devez faire votre propre, comment dirais-je, évaluation des effets positifs et des effets négatifs. Donc à la fin, c'est une balance que vous devez opérer. Parce que vous avez posé une question très très pertinente, c'est celle de l'efficacité et de l'efficience. Tout dépend de quel côté vous vous situez. Si vous êtes du côté de l'investisseur, l'investisseur systématiquement, la première chose qu'il va faire, il va prendre une calculette et il va essayer de faire ses petits calculs en termes de retour. On parle évidemment de l'efficience pour le trésor public. On est dans une situation où on a fabriqué de la monnaie. Donc l'enjeu majeur aujourd'hui, c'est de pouvoir produire, avoir de la valeur ajoutée. Maintenant, pour ce qui est de l'efficacité, l'efficience par rapport à notre économie nationale. D'accord? Celle-ci, bon, vous avez des effets directs qui sont la création de l'emploi, les montants que M. Berichia vient de mentionner, ça c'est très bien. Mais vous avez la partie invisible de l'iceberg qui est les effets bénéfiques sur votre économie en matière de formation de tous ces jeunes managers, le transfert de technologie et d'expertise, parce que je pense que la raison d'être de ces investissements, c'est que la partie algérienne a besoin de quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Et que pour revenir au partenariat, ça peut être un mécanisme très très efficace de transfert de ces ressources dont on a besoin, et en particulier
la ressource dont on a besoin actuellement et qui se fait rare, c'est les recettes en devises. Oui. Mais là, on y parlera tout à l'heure, les montages financiers ne sont pas exclus, mais à condition que le secteur bancaire joue un rôle proactif dans ce domaine. Mohamed Sayoud, efficient ou pas les choix des projets en IDE? Moi, je pense que l'IDE, l'investissement direct des étrangers, donc, il n'est pas vraiment efficace actuellement en Algérie. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine lenteur. La lenteur AD, elle nous fait perdre beaucoup de temps et automatiquement, elle manque à gagner énorme. Donc, il faut passer à l'action, il faut passer à une vitesse supérieure. Supérieure, c'est d'encourager l'investissement, que ce soit étranger ou bien algérien, en Algérie. Donc, le fait de dire 51-49, ça existe aussi en Chine, ça existe à Dubaï aussi. À Dubaï, il vous faut le kafil. Le kafil, c'est en quelque sorte, c'est un associé invisible en quelque sorte. Donc, un associé national. Oui, c'est national. Donc, ça existe en Chine. Les grandes multinationales, et ils ont investi en Chine et ils ont fait des sommes importantes. Oui. Ils ont créé le transfert, c'est-à-dire ils ont donné le transfert technologie. Ils ont créé une grande richesse en Chine, automatiquement pour eux aussi. Et ils ont construit une Chine qui s'est développée rapidement. Parce que la Chine, elle ne s'est pas développée seule. Elle s'est développée avec le savoir-faire étranger. Les Américains, les Allemands, etc. L'actionnariat n'est pas un problème, n'est pas, on va dire, un frein, contrairement à ce que beaucoup Moi, je suis pour le partenariat, mais je suis pour une vitesse supérieure. Parce que maintenant, c'est trop lent. On parle des chiffres, on parle, je ne sais pas, de 3 000, 4 000, 50 000 éventuellement investisseurs étrangers, mais on ne les voit pas. Quelqu'un qui vient faire du business, revendre quelque chose ou bien une prestation, pour moi, ce n'est pas un investisseur. Un investisseur, c'est quelqu'un qui produit en Algérie. Il transmet son savoir-faire, il crée la richesse, il crée de l'emploi et une plus-value. Et pour une période rapide. Parce que si on met 5 ans, 6 ans pour investir en Algérie, ce n'est plus intéressant pour un étranger ou bien que ce soit pour l'économie algérienne. Il y a une appréciation qui est faite par rapport aux investisseurs étrangers qui dit que voilà, le contexte chez nous n'est pas des plus attractifs. En témoigne le Doing Business. C'est vrai qu'on a gagné 9 points cette année en termes d'attractivité. Le climat des affaires étant ce qu'il est, les investisseurs étrangers, lorsqu'ils sont de moyenne ou de petite taille, ne s'engagent que faiblement. Ils comptent souvent sur des crédits bancaires, évidemment, de leurs partenaires algérien. Est-ce que c'est quelque chose qui doit être vu de manière positive ou négative? Cette attitude de s'investir ou d'investir de l'argent, mais très peu. La question pour moi ou bien pour celui qui a la réponse. Allez-y, Ahmed Bréchi. Oui, par rapport à l'IDE, je remercie donc M. Hamoutan, professeur Hamoutan tout à l'heure, il parlait donc de l'impact des IDE. Effectivement, donc ces projets sont sélectionnés. On ne prend pas tous les projets, on prend des projets qui ont un impact positif sur l'économie nationale. L'impact positif par rapport à la balance devise, c'est des projets qui doivent donc avoir une balance devise quand même qui est profitable à l'Algérie. C'est des projets qui doivent assurer un transfert de technologie et de savoir-faire, d'expertise. C'est des projets qui doivent former nos jeunes. Entre parenthèses, vous dites qu'il y a la balance devise, les projets de montage automobile, la masse monétaire qui est dédiée à cela pour importer les kits automobiles est en train de grandir, est en train de gonfler année après année. Oui. C'est un impact qui ne peut pas être positif, on est d'accord. Oui, mais il faut pas oublier et défiscalisé, hein, ce sont des kits, qui rentrent free on tax. On ne peut, c'est-à-dire évaluer cet impact que si on compare avec ce qui se faisait auparavant. On est arrivé à importer jusqu'à 7 milliards de dollars de véhicules. Aujourd'hui, si on est à près de 2 milliards, pour une phase transitoire, parce que le cahier des charges encadre très bien ces éléments, donc passer donc l'intégration. Si on importe aujourd'hui 2 milliards de dollars, c'est que si on est à 15% d'intégration, quand on passe à 30%, donc ça va diminuer de moitié. Si on passe à 49%, c'est encore ça va diminuer à 42% de taux d'intégration, on va encore diminuer l'importation de ces kits. Donc le cahier des charges cadre bien ces éléments, notamment l'intégration qui va aller vers la réduction de la facture d'importation. D'ailleurs, le cahier des charges également donc, oblige les constructeurs qui sont impliqués dans le projet, ils doivent avoir une participation
pour qu'ils soient mieux impliqués. Donc il y a une obligation d'exporter une partie de la production vers l'étranger. Et également, il y a une obligation de transférer le savoir-faire, le savoir technologique, de mettre à niveau donc, le personnel et d'aller donc, vers des projets beaucoup plus efficients et beaucoup plus intéressants pour nous en matière d'impact économique. Cet impact économique, nous, au niveau de l'ANDI, on prépare les dossiers pour le CNI. Cet impact, on l'évalue. On fait des simulations sur la rentabilité économique pour nous donner que ce qui est nécessaire au projet en matière d'avantages, ni plus ni moins. Également, l'impact économique du projet, ça veut dire l'impact sur la balance de devises. Donc un projet qui utilise nos devises doit en ramener aussi. Et l'impact sur ce que je disais, la formation, la mise à niveau des partenaires sous-traitants, et qui est donc une obligation dans le cahier des charges. Il y a une démarche qui est faite par les premiers constructeurs qui se sont installés, c'est d'accompagner les sous-traitants locaux. Donc d'abord les identifier au départ, aller vers une shortlist au milieu du compte et sélectionner ceux qui peuvent accompagner le projet, aller vers l'homologation. Alors évidemment, le thème des IDE ne peut pas se résumer qu'aux usines d'automobiles, mais bon, force est de croire que c'est quand même le sujet qui a le plus fait couler d'encre et aussi qui a été le plus critiqué, il faut le dire. Aujourd'hui, juste pour clore ce sujet du montage automobile avec vous, messieurs, est-ce que l'État, ce qu'il est en train d'investir en devises fortes, des devises qui s'amenuisent, est-ce qu'il peut espérer avoir un retour, une rentabilité, sachant que pour l'instant, le marché local a du mal à être épongé? Mohamed Sayoud. Oui, c'est-à-dire concernant l'effet positif pour l'investissement étranger en Algérie, actuellement, il n'est pas vraiment palpable. Du montage, voilà, du montage notamment. On ne le voit pas, peut-être à long terme, mais c'est trop lent quand même. C'est trop lent. Donc, pour éventuellement aller à une vitesse supérieure, il faut créer le maximum et faciliter le maximum l'entrée des sociétés étrangères afin de transférer le savoir-faire. Comme ça, les sociétés algériennes peuvent décoller, les sociétés étrangères peuvent décoller en même temps, il y aura une concurrence. On n'est pas obligé d'attendre des années pour pouvoir démarrer un projet. Parce que si on voit là, on compare éventuellement avec les sociétés ou bien les pays étrangers qui ont vraiment évolué, comme par exemple la Chine, etc., la Chine, la Turquie et d'autres pays, ils ont émergé rapidement. Ils n'ont pas mis 50 ans. La question portait sur les usines de montage automobile, précisément. Est-ce que l'État peut actuellement, espérer un retour sur investissement? Pourquoi? Parce qu'on importe beaucoup d'intrants. Beaucoup de, plus ou moins, la voiture elle est presque finie. Donc, où est la marge bénéficiaire en Algérie? Où sont les entrées pour la caisse de l'Algérie, pour le trésor algérien? Donc, je ne vois pas vraiment une situation économique qui est valable pour notre économie algérienne. Ali Hamoutan. Où est le rendement pour l'Algérie? Où est la création de la richesse? On ne la voit pas. Ali Hamoutan. L'investissement direct à l'étranger, vous avez l'IDE entrant dans un pays. D'accord? Vous avez l'IDE entrant, et là c'est la question de l'attractivité du marché algérien. Comment attirer les entreprises? Mais vous avez l'autre face qui est très importante. C'est les flux d'IDE sortant de l'Algérie. Alors là, compte tenu de la réglementation, on est bloqué. Et c'est très important, parce que le dynamisme d'une économie, c'est avoir un bon score dans les IDE entrants, c'est-à-dire que vous êtes, autrement dit, vous savez comment accueillir ces investisseurs venant des quatre coins du monde, mais en même temps, vous devez permettre à vos entreprises de s'internationaliser. Et là, il y a ce que l'on appelle en anglais un bottleneck, il y a un blocage. Compte tenu de la législation, une entreprise, elle peut pas aller à l'étranger, notamment le financement. Pour revenir... Sauf pour les groupes qui ont les moyens de lever des fonds et qui ont la possibilité d'investir à l'étranger. Même pas. Parce que le cadrage réglementaire actuel, il se focalise sur l'investissement entrant.
mais rien sur l'IDE sortant. Pour revenir maintenant à votre question qui est très importante de l'automobile, moi je crains quelque chose. Et c'est de la prospective, hein, c'est par anticipation, c'est les 5 ans, 6 ans, voire 10 ans à venir. Oui. C'est qu'il va y avoir concernant le secteur automobile une saturation. Je parle du marché national. Tous ces millions et millions de voitures qui vont être... Bon, quelle est la soupape? Vous allez me dire, c'est l'exportation, bien sûr. C'est pas moi qui dis, c'est l'État, oui. Il prévoit d'exporter. C'est tout comme. Oui. Bon, on va exporter. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Maintenant, l'exportation, une entreprise qui se destine à l'étranger, il n'y a pas que l'exportation. L'exportation, c'est le mode opératoire le moins risqué et dans la majorité des cas, celui qui ramène moins en termes de retour d'investissement. Mais vous avez une batterie, une multitude de modes opératoires sur les marchés internationaux. Pourquoi ne pas penser, puisqu'on est sur ce plateau, c'est un échange d'idées, hein, ni plus ni moins. Pourquoi ne pas penser à libérer les énergies créatives et permettre non seulement à nos grands groupes, à nos grandes entreprises dont on est fier, comme Sonatrach, comme les grandes entreprises chez nous, d'aller à l'étranger, mais permettre aussi aux petites et moyennes entreprises excusez l'expression, ce microbe bienfaisant pour l'économie. La PME, que l'on veuille ou pas, mondialement, c'est elle qui génère le plus. Et paradoxalement, c'est la PME qui est la moins investie quand on parle d'IDE aujourd'hui. Lorsqu'on parle des projets IDE marquants, ce sont des projets où les grandes entreprises publiques sont partenaires, lorsqu'il y a un consortium d'entreprises. Permettez-moi juste, puisque j'ai eu l'occasion, donc, j'étais directeur marketing en Asie du Sud-Est pendant un certain nombre d'années. Et en plus de ma casquette de directeur marketing, j'ai eu l'occasion un peu de faire du coaching de PME sud-est asiatique. Je vous assure que malgré la distance, malgré... il y a un intérêt incroyable par rapport au montage de partenariats, ne serait-ce avec les partenaires européens. Donc vous voyez des petites et moyennes entreprises, singapouriennes, malaisiennes, etc. Et j'ai découvert quelque chose à travers ces formations, cette expérience, que par exemple le domaine marketing, parce que maintenant la discipline marketing revient en force dans notre pays, n'est-ce pas? Oui. Que l'on soit un responsable au niveau d'un territoire chez nous. Oui, la force de vente est un élément important pour pas seulement la force de vente. Justement, je me permets de vous dire que c'est l'erreur que l'on commet. Le domaine marketing, chez nous, pendant des décennies, il a été synonyme de vendre, vendre et vendre. C'est faux. Le marketing, c'est la stratégie. Vous savez, je suis dans le domaine de la formation. Pendant des années, nos universités et nos écoles ont formé des vendeurs. Et la bonne nouvelle pour notre pays, c'est que cette tendance est en train de changer depuis les 10 dernières années. Et si vous me permettez peut-être plus tard dans le débat, pour vous donner des exemples, l'exemple de notre école. Oui. Voilà. Un exemple qui est important, étant donné que la ressource humaine est très importante et la notion de la vision, en tout cas, de ce que peut être l'entreprise en Algérie peut changer effectivement. S'orienter vers l'international, on n'en est pas encore là. Par contre, ça pourrait être possible lorsqu'on voit la cartographie des activités, des secteurs qui sont touchés par les IDE. Souvent, ce sont des secteurs lourds. Donc, on parle d'industrie, on parle de hardware. On ne parle pas de soft. Il y a très peu de services, très peu d'activités, de services qui sont l'objet ou qui font l'objet de partenariats. Comment expliquer ce fait, Mohamed Breichi? Oui, par rapport à la PME, IDE, donc les partenariats, je vous assure que depuis qu'il y a quand même des restrictions par rapport à l'importation,
Il va y avoir également des taxes additionnelles provisoires pour la sauvegarde du produit national. Ces éléments, je vous assure qu'ils ont participé quand même à attirer plus d'investisseurs. Donc les petites PME nationales, avec leurs partenaires, qui étaient donc leurs représentants commerciaux en Algérie, aujourd'hui se mettent en partenariat pour se convertir à la production dans toutes les activités, dans tous les domaines, surtout dans l'industrie. Donc ça soit on a eu des projets pour rien que pour 2018 dans la peinture, dans les tapés, dans les produits donc sidérurgiques, dans les petits produits donc de confection. Donc il y a quand même du positif dans ça. Et il y a de la PME. Est-ce que justement ce qui peut être le talon d'Achille de la PME, quand on parle d'une PME qui pourrait s'inscrire davantage dans les IDE, est-ce qu'aujourd'hui la PME algérienne a-t-elle des difficultés de trésorerie, de capitaux, de capacité justement à financer ces 51% de parts d'actionnariat lorsqu'elle veut être en partenariat avec un savoir-faire, avec une entreprise étrangère? Généralement, l'étranger, quand il vient en Algérie, pense que c'est un marché, c'est un bazar, dès le début. C'est-à-dire un bazar bazar, c'est-à-dire pour vendre. Donc si on leur explique que maintenant les portes sont ouvertes, le marché il est immense, on a un potentiel pour presque plus qu'1 milliard d'habitants, c'est l'Afrique, on est à 2 pas de l'Europe, c'est-à-dire on a tous les avantages stratégiques pour pouvoir produire en Algérie et pour exporter. Donc le marché algérien, il demande. Et en plus, le marché africain, il est immense. En plus, la proximité de l'Europe. On envoie un conteneur à partir d'Alger, il est 24 heures après, il est à Marseille ou bien en Italie. Donc, on a plus d'avantages que de produire en Turquie ou bien produire en Chine ou bien ailleurs. Donc, ça, c'est des avantages qu'on doit les exploiter. Mais pour les exploiter, il faut une promotion à l'échelle internationale. Mais est-ce que pour l'avantage comparatif, est-ce que les PME algériennes ont les moyens de financer justement ces projets? Oui et non. Mais quand on dit projet, il y a la lenteur. Un projet, il est rentable aujourd'hui. Si on le fait 5-6 ans après, il est out, il est dépassé, obsolète. Donc il faut avancer rapidement. Il faut les facilitations, il faut avantager, encourager l'investissement rapide. Les banques doivent aussi, je ne dis pas aider, mais financer. Parce qu'ailleurs, on finance facilement. Parce qu'entreprendre, c'est déjà un courage. L'entrepreneur, ou bien l'opérateur économique, il est déjà courageux d'ouvrir une société, de dépenser son énergie, de dépenser ses moyens. Et éventuellement, peut-être, il va gagner. Parfois, il perd aussi. Donc, il va créer la richesse, il va créer l'emploi. Donc, l'État, quand je dis l'État, les banques doivent le suivre aussi. Et c'est la meilleure solution pour émerger réellement en Algérie. Mais sinon, on est à la traîne et on reste à la traîne. Est-ce qu'en Algérie, il est juste de dire ou de penser que les banques suivent davantage les gros projets, ceux qui sont, on va dire, sous la houlette des pouvoirs publics, plutôt que des projets de partenariat qui sont initiés par des petites et des moyennes entreprises. Votre appréciation précisément sur cette question, Ali Hamouten? Permettez-moi de répondre aux 2 dernières questions. Rapidement, allez-y. La PME, le problème de financement de la PME, il se pose pas seulement chez nous, il se pose aux États-Unis d'Amérique. D'après une étude de la PME internationale, l'accès de la petite et moyenne entreprise. Pourquoi? Une petite et moyenne entreprise a un pouvoir de négociation moindre que la grande entreprise. La grande entreprise, elle a ses banques qui l'accompagnent, qui lui font confiance. Et donc un accès plus difficile au crédit? Bien sûr, elle présente des business plans, c'est professionnel, un plan marketing, l'idée est vendable. Et comme une PME, qu'est-ce qu'une petite moyenne entreprise? Vous avez une personne qui fait tout, qui fait la finance, la comptabilité, le marketing. Donc, ce qu'il faut faire par contre, c'est trouver et lancer la réflexion comment l'accès de la PME aux sources de financement. Les montages financiers sont possibles. N'oublions pas que s'il y a justement des partenariats entre PME algériennes et étrangères,
on peut faire au niveau de la négociation, en amont, parce qu'il faut le faire au niveau de la négociation. C'est pour ça que quand ces contrats-là se négocient, il faut vraiment des gens qui sont très compétents avec l'expérience voulue. Il faudrait que dès le départ, le partenaire étranger joue son rôle dans le montage financier. Ce n'est pas uniquement la finance. Alors justement, il y a eu des épisodes ou des expériences qui ont été mal vécues, notamment par les pouvoirs publics qui ont validé certains projets. Je cite le projet d'Al Bayt, par exemple, un projet qui a été présenté, qui a été vraiment exposé sous les feux de la rampe en disant qu'ils allaient changer le devenir de la wilaya d'Al Bayt. C'est un projet algéro-américain dans le domaine de l'agriculture. Donc il devait y avoir de l'arboriculture, de l'élevage et énormément de valeur ajoutée. C'est un projet qui finalement s'est révélé être un flop de la bouche même du représentant de la Chambre algéro-américaine, et pourtant un projet aussi financé essentiellement par les banques publiques. Est-ce que cet épisode dessert un petit peu l'engagement de l'État pour les IDE? Si je reviens à la question de financement, les banques, c'est normal qu'elles regardent quand même, elles doivent s'assurer du retour des fonds donc, qui sont accordés en tant que crédit. Et c'est un acte commercial, comme tout acte commercial. Seulement pour les IDE, le problème se pose un peu moins que ce qui se fait peut-être pour les projets qui ne présentent pas de garantie. Parce que on observe, nous, au niveau de l'ANDI, donc sur le terrain, que ces projets sont menés par des gens qui ont l'habitude, donc, les partenaires étrangers ont des références déjà. Ce n'est pas des gens qui commencent, ils viennent commencer en Algérie. Ils ont déjà des références à l'international. Et puis pour les partenaires algériens, en général, c'est des importateurs qui se convertissent à la production avec des partenaires avec qui ils ont l'habitude de signer des contrats pour l'importation. Sinon, le reste également, il y a aussi des producteurs aussi. C'est des hommes d'affaires, justement, qui ont des usines. C'est-à-dire, les deux présentent les garanties, que ce soit des importateurs ou des producteurs locaux, présentent déjà des garanties par rapport aux banques. C'est des gens qui sont déjà en relation avec les banques, donc qui trouvent beaucoup moins de difficultés que les projets qui viennent de commencer comme ça par peut-être des partenaires locaux seuls qui débutent en greenfield, c'est-à-dire des nouveaux projets. Concernant le projet d'Al Bayt, moi je n'ai pas les détails pourquoi ça n'a pas, donc d'ailleurs nous au niveau de l'ANDI on n'a pas ce projet, donc ils ne sont pas venus pour demander, donc pour enregistrer leur projet d'investissement. Peut-être c'est toujours en phase de négociation que ça n'a pas abouti, mais non, c'est un projet qui a même avancé. Oui, la mise en terre a été faite. Oui. Et, le projet dont je parlais à Al Bayt, c'est un grand projet porté par un national à 100%. Non, ce sont deux projets différents. Je parle du projet algéro-américain, Ahmed Barichi. Je parle pas oui, ce sont deux choses différentes. Et c'est un projet qui a évidemment été validé et il a même démarré et qui a actuellement est gelé puisque cela est sorti par la voie de la presse et également par la voie du président de la Chambre algéro-américaine en disant que finalement c'est un projet qui devait être essentiellement financé par la BADR, qui est la banque du domaine de l'agriculture, mais qui finalement le financement a dû être gelé. Est-ce que vous avez des éléments par rapport à ce sujet-là? Je n'ai pas les détails des négociations et de l'aboutissement de financement de ce projet. Oui. Est-ce qu'on peut considérer que chez nous, les banques essayent d'éviter ou réfléchissent à deux fois, et pas que les banques, puisqu'il y a également le CNI, il n'y a pas que l'ANDI qui est responsable de la validation des projets, il y a également le Conseil national de l'investissement, qui lui aussi doit donner son quitus sur le projet, s'il est viable ou pas, s'il est bancable ou pas. On parle d'IDE, bien sûr. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut considérer que le CNI s'octroie plus de droits qu'avant? Et est-ce que ça va dans le bon sens, Ali Hamoutel? C'est l'entreprise qui est créatrice de richesse. Et c'est l'entreprise qui va monter des partenariats. Parce que l'IDE, en fait, en Algérie, il faut le dire, c'est le partenariat. Partenaires algériens et partenaires étrangers. C'est l'entreprise qui va négocier en amont. C'est l'entreprise qui va
l'accord de partenariat aboutit, ensuite, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir une équipe managériale de managers donc algériens et étrangers qui vont manager les affaires de l'entreprise, de la co-entreprise. En France, on appelle ça l'entreprise conjointe. À travers le monde, en Asie, dans le monde anglo-saxon, c'est la joint venture. D'accord? Donc moi, je pense qu'il faut donner cette liberté de choisir. De créer, en fait. De créer, voilà. De créer, de manager. Aujourd'hui, le Conseil national d'investissement demande à ce que les projets passent par le Conseil dans le cas où il y a un partenaire étranger. Avant, il était question d'un plafonnement, d'à partir d'un certain montant de projet ou envergure de projet, ça devait être traité par le Conseil national d'investissement. Aujourd'hui, dès qu'il y a un partenaire étranger, c'est le CNI qui tranche. Quel sens donnez-vous déjà à une décision pareille? Allez-y, je reviens vers vous ensuite. Mohamed Sayoud. Le CNI, c'est très important pour l'économie algérienne, pour les grands projets stratégiques, mais pour les petits projets, en quelque sorte, c'est une barrière un petit peu, parce qu'il y a plein d'étrangers, les PME, PMI, qui s'intéressent au marché local, parce qu'il est très juteux, il y a un grand potentiel pour le marché local, ou bien pour l'export vers l'Afrique, ou bien pour l'Europe, vu la proximité, etc. Donc, tout ce qui est projet, par exemple, de 50 milliards de centimes jusqu'à 100 à 200, voire 200 milliards de centimes, on n'a pas besoin de passer par le CNI. Parce que l'Algérie pense toujours question de devises, rapatriement des dividendes, etc. Il faut éventuellement oublier un petit peu la notion de devise. Si on travaille plus, on produit plus, on aura des milliers de sociétés de production en Algérie. On n'aura plus besoin de penser à la devise parce qu'on aura une économie forte, parce qu'on va exporter, on va réduire au maximum l'importation. Automatiquement, on aura une balance commerciale qui est positive. Aujourd'hui, effectivement, le frein, ou l'idée est dans le fantôme du transfert illicite. Oui, c'est ça le problème en Algérie. On pense toujours la devise. La devise, on peut la rendre, le dinar, on peut le rendre convertible. En produisant plus, en travaillant plus, en donnant plus d'efforts. Alors la convertibilité du dinar, c'est un sujet qui revient. Je ne parle pas de la convertibilité, je parle maintenant de la devise en elle-même. Oui. Quand on aura une balance commerciale positive, on envoie, c'est-à-dire on exporte plus que ce qu'on importe. Automatiquement, on aura un plus en devise. Ahmed Berichi, est-ce que c'est vraiment nécessaire et selon vous, selon votre lecture, pourquoi est-ce que dès lors qu'il y a un partenaire étranger dans un projet d'investissement direct étranger, le projet doit passer par l'aval du Conseil national d'investissement et non plus par l'ANDI? Merci. Donc, ce que disait tout à l'heure M. Sayoud est très intéressant. Donc, les projets doivent ramener de la devise, donc les projets doivent exporter, les projets doivent... Donc c'est ça l'idée. Et je vous rappelle juste que le CNI donc, a été institué par la loi de 2001-01-03, ordonnance sur le développement de l'investissement, et il traitait à l'époque les projets de convention d'investissement, c'est-à-dire les projets d'intérêt national, par votre convention, et puis il a intégré à un certain moment les projets d'un certain seuil de montant. En 2016, ce montant a été ramené, donc relevé de 2 milliards à 5 milliards de dinars, le seuil des montants, des projets qui passent par le CNI. Et en 2017, il a intégré les projets EDE et partenariats. Pourquoi il les a intégrés? C'est une mesure transitoire au regard du contexte actuel, et qui va dans le sens de s'assurer que réellement ces projets sont porteurs de valeur ajoutée. Donc c'est des projets qui vont donc exporter, qui vont ramener de la devise, substituer au minimum à l'importation. Parce qu'en général, comme disait d'ailleurs M. Sayoud, ces projets considèrent, certains idiots considèrent que l'Algérie est un grand marché, puis c'est tout. Donc ils viennent, ils ont une vision de produire pour l'Algérie, et de vendre sur l'Algérie. Donc ramener des matières premières avec une devise forte et vendre sur le marché local. Ce n'est pas ce qui est attendu de ces investissements. Ce qui est attendu, c'est que
effectivement, donc, ils ont un marché, un grand marché qui est l'Algérie. Ils ont un grand marché beaucoup plus que l'Algérie, qui est le marché africain, de plus de 1 milliard d'habitants. Et ils ont la proximité avec l'Europe, ils ont les ressources, ils ont toute la jeunesse. Donc, en contrepartie, ils doivent se donner, donc ils doivent exporter une partie de leur production, viser les marchés, pas seulement algériens, mais le marché international. Donc, il y a une remise en question quant à l'efficience ou à l'efficacité économique actuellement des projets d'IDE jusque maintenant. C'est bien ça tout à fait. Que le CNI fait. Exactement. Non, parce qu'on s'assure qu'un projet qui doit s'implanter en Algérie doit être efficient et remplir toutes ces conditions. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de situations de surfacturation, d'importation d'équipements pour des entreprises fruits d'IDE qui ont fait l'objet de surfacturation prouvée? Est-ce que l'État est en mesure de dire aujourd'hui tel projet, même s'il a apporté des emplois, une valeur ajoutée, a dû profiter aussi de la devise? Ben nous, on ne parle pas de surfacturation, mais on parle d'apport, donc en matière de substitution à l'importation et en matière d'exportation. Donc réaliser une balance de devise positive au profit de l'Algérie. Donc ramener un savoir-faire, ramener de la technologie, créer de la valeur ajoutée. Donc la surfacturation, c'est une autre question qui doit être peut-être posée aux banques, aux douanes, je ne sais pas. Ali Hamouten, est-ce que aujourd'hui le transfert des devises est une bête noire qui va nous poursuivre encore pour longtemps, sachant que voilà, on est quand même dans une difficulté, dans une tension financière? Je voudrais, si vous le permettez, rebondir sur une attente qui est vraiment récurrente, qui revient à chaque fois de la part des investisseurs étrangers. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. La libre convertibilité du dinar. Bon, quand vous voyez ça, ma foi, bon, vous dites ça sera une bonne chose. Quand on verra les bureaux de change, il y aura un seul cours dinar avec les autres. Mais le problème que je pose, et c'est une réflexion, est-ce que la santé économique de l'Algérie actuellement va permettre... je suis tout à fait d'accord avec M. Sayoud. À partir du moment où une masse critique de production made in Algeria, etc., on va dépasser un certain niveau de production. Sachant pertinemment qu'actuellement, il y a des secteurs qui frôlent la saturation, bien qu'ils sont déjà saturés. Il faut tenir compte de ça aussi. Mais pour revenir à la libre convertibilité, c'est un avis personnel que je donne. C'est très risqué. L'élément risque en l'état actuel de notre économie. Je vais vous donner mes arguments. Donc je dis en l'absence d'une économie performante. Le jour où on aura l'économie performante, c'est par exemple les flux d'IDE, et là où on aura des flux intéressants au niveau valeur, pas seulement, comme j'ai dit tout à l'heure, entrants, mais sortants aussi. Voilà. Ce jour-là, peut-être. Permettez-moi de vous donner juste un petit exemple. 1997, j'étais en poste en Asie du Sud-Est et c'était la grosse crise. En 1997, ce qui s'est passé, les économies étaient relativement libérales, avec des bourses dynamiques, ouvertes aux capitaux étrangers. Je vais vous dire ce qui s'est passé en 1997. Les monnaies de ces pays, la Thaïlande, le baht, le dollar malaisien, a été sujet à des attaques spéculatives de la part de... et c'est dans la littérature économique, George Soros, etc. À cette époque-là, je vais vous donner quelque chose de réel. En une semaine, le dollar, le Malaysian Ringgit, qui est le dollar malaisien, a perdu en l'espace d'une semaine 50%. Alors quand on revient en Algérie, on se dit « Ah tiens, le dinar est en train de se dévaluer au jour le jour. » Bon, mais ce n'est pas, c'est quand même 50% en une semaine.
Moi, je préfère une dévaluation graduelle et progressive et réfléchie. Voilà. Et gérer aussi peut-être. Hein. Bien sûr. On parle de gestion, de dépréciation, voilà, dirigée par la Banque centrale. Il doit y avoir dans tous les cas des garde-fous. Maintenant, pour le CNI, je ne sais pas, je n'ai pas d'informations comment les dossiers sont traités par le CNI, mais j'ai fait une lecture rapide de la charte de partenariat public-privé. Moi, je pense qu'il y a de nouveaux mécanismes qui sont mis en place avec beaucoup de clarté, beaucoup de transparence, et notamment le fait de présenter un business plan sur 5 ans. Ça, c'est une bonne chose, la visibilité sur 5 ans. Alors justement, en termes de visibilité, il nous reste 5 ou 10 minutes, me dit-on, dans la pastille. Si on devait voir les expériences internationales dans des pays où la croissance a bondi, je pense actuellement aux pays où il fait bon d'investir, le Rwanda, l'Éthiopie, le Kenya, le Maroc aussi. Ce sont des pays qui connaissent des modèles, un boom en investissement direct étranger. Quel est le secret, en quelques mots, si possible? Tout d'abord, il faut positiver en Algérie. Il faut être positif. Il faut penser qu'on aura quelque chose de bien. Mais il faut passer à l'action, rapidement. Parce qu'on part toujours du négatif, on critique. On essaie de ne pas critiquer, mais trouver des solutions. Solutions à ce que notre pays, notre cher pays, va décoller positivement. Alors, dans une économie forte. Ça, c'est très important. Parce que parler pour changer, convertibilité, je ne sais pas, IDE, CNI, etc., on a trop parlé. Oui, mais lorsqu'on parle de ces choses-là, c'est aussi peut-être pour les modifier, pour les arranger. C'est-à-dire qu'il faut maintenant passer à l'action, il faut voir ce que d'autres pays ont fait, comment ils ont prospéré rapidement. Allez-y, dites-nous, Mohamed. Il y a des pays comme, je ne dis pas vulnérables, je leur tire chapeau parce que je ne veux pas les dénigrer aussi, ils ont décollé bien comme il faut. Par exemple, le cas de la Turquie. La Turquie, ils ont eu le modèle économique allemand. La Pologne. La Roumanie, allez voir leur PIB. Il est très très important. Ils n'ont pas de richesse comme nous. On a des richesses naturelles. Quels sont les éléments qui ont été implémentés? Les éléments, c'est le travail. Qui ont fait que le travail et la formation professionnelle. Il faut bien former pour pouvoir récupérer, pour pouvoir gagner, pour faire aimer l'employé, pour que l'employé algérien aime son travail. Quand il aime son travail, il donne plus. Et quand il donne plus, son patron, il va gagner plus. Donc on doit travailler plus pour gagner plus. Avec de bon cœur. Et persévérer. Parce qu'on a trop parlé, il faut passer à l'action maintenant. Il faut donner des solutions. Par exemple, le Vietnam, pardon, je n'ai pas terminé. Pardon, je m'excuse. Allez-y rapidement. Le Vietnam, il était en guerre hier. Le PIB, 700 ou bien 800 000 milliards de dollars. La Rwanda, ils s'entretuaient avec des machettes hier. Allez les voir maintenant. Ils ont eu le modèle économique chinois. L'Éthiopie, ils ont gagné. Ça y est, tout le monde a décollé, sauf l'Algérie. Donc, il est grand temps de décoller aussi économiquement. Quel est votre retour sur expérience, vous qui avez également travaillé dans des pays de l'Asie? Je rejoins M. Saïd sur la notion de pragmatisme. Les débats sur la mondialisation, sur le néolibéralisme, tout, il faut passer au step by step. Il faut être réaliste, c'est le terrain qui doit. Je vous dis, vous avez posé tout à l'heure une question très très importante. Quelle est la clé de la réussite de ces pays? Le Vietnam, en 1999, j'avais effectué une mission de 10 jours à Hanoï et Saigon. Vous savez, quand notre avion a atterri au Vietnam, c'était mes premières impressions. C'était un retour aux années 50, je vous assure, avec les bicyclettes. Ouais. Mais en même temps, permettez-moi de dire, en même temps, il y avait la preuve d'un pays qui se mettait à travailler sérieusement. Aujourd'hui, les grandes multinationales à travers le monde ont investi dans la chaussure, dans l'électronique. Alors, en conclusion, pour aller droit au but, le secret, je vais vous le dire, il est dans la ressource humaine. Exactement. Les problèmes de financement sont secondaires par rapport à la ressource humaine. C'est un avis personnel, je le défends. D'accord. Pour attirer
pour attirer les investisseurs étrangers? Est-ce qu'on a encore des chapitres à accomplir selon l'Andy au regard de ce qui a déjà été fait jusque-là? Tout à fait. Il y a beaucoup d'actions qu'on doit faire, qu'on est en train de faire d'ailleurs, notamment le travail qui se fait actuellement avec nos représentations diplomatiques à l'étranger, tout le canal d'information qui est donc établi pour donc fournir donc nos représentations diplomatiques en information, aux nouveautés, en matière d'amélioration du climat des affaires, en matière de dispositifs, du nouveau qui est ramené, donc des facilitations, avec toute la batterie de mesures qui a été donc faite ces 2 ou 3 dernières années, que ce soit dans le cadre de l'ordonnance ou le code des investissements, la loi 1603 du 3 août 2016, ou toute la batterie de mesures qui ont été prises par le Conseil national de l'investissement pour améliorer, pour faciliter, pour décentraliser. Donc l'année 2018 avait pour mot d'ordre décentraliser, donc que ce soit la gestion du foncier au niveau des wilayas, qui sont les représentants du gouvernement et qui deviennent aujourd'hui des promoteurs de l'investissement, qui se disputent les projets, que ce soit également le foncier, donc les ZET, les zones d'expansion touristique, qui sont décentralisées au niveau des wilayas, qui deviennent également des promoteurs pour le tourisme. Au niveau de l'agence, il y a beaucoup d'actions. Nous avons donc une bourse de partenariat qui est créée justement pour faire rencontrer ces investisseurs étrangers qui viennent et des fois qui ne trouvent pas le partenaire avec qui s'associent. Donc on a une bourse de partenariat, ces gens s'inscrivent et il y a des Algériens qui vont vers eux. Nous, notre mission, c'est de les rencontrer et c'est à eux de négocier et de faire. Nous avons également développé un système d'information très fiable pour suivre l'évolution des projets d'investissement au niveau donc de tous les territoires nationaux, les 48 wilayas, plus les 10 wilayas où on a implanté dernièrement les guichets uniques décentralisés, les wilayas délégués du Sud. Aujourd'hui, on est proche des investisseurs, même à l'extrême sud du pays. Le système d'information devrait donc faciliter ou rendre plus rapide le traitement des exactement, projets, et de réagir, la réactivité, donc réagir dans les délais pour pouvoir rendre donc l'acte d'investissement beaucoup plus facile. Merci. Je parlerai également du site de l'agence et tous ces outils sont développés en interne. C'est des équipes de l'Andy qui les développent, qui les font évoluer. Et ça, pour le site, oui, je suis témoin, il est effectivement bien renseigné. Et il est classé parmi les meilleurs sites fréquentables en Algérie. Voilà, c'est une bonne chose. On espère que la suite viendra et que la rapidité dans l'exécution, dans le traitement des projets viendra aussi. Merci, Mohamed Bréchi. Je rappelle que vous êtes le chef de division Grand Projet et IDE à l'Andy. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous, Monsieur Ali Hamoutan, professeur à l'EHEC, l'école des hautes études commerciales. Et merci à vous, Mohamed Seyoud, consultant international en investissement industriel. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout pour ce thème qui a été autour de l'investissement direct étranger. On se retrouve mercredi prochain, bien sûr, pour une nouvelle thématique économique. On parlera des lois de finances et non plus de la loi de finances. Tout un débat, vous allez voir. Entre-temps, pour revoir cette émission, il faut juste cliquer sur le replay de la chaîne YouTube de Canal Algérie. Sinon, la revoir sur notre chaîne demain entre 11h et midi. Très bonne soirée à tous et à mercredi prochain.